Alors, démembrement de propriété, c'est un sujet qui vous est cher, Xavier Lépine. Oui, moi, on peut être pessimiste, mais on peut être aussi optimiste. C'est bien. Et tant qu'à faire, comme de toute façon l'avenir est plutôt devant que derrière, il faut mieux être optimiste. Je dirais que ce qui m'interpelle, finalement, c'est qu'on a quelque part de la chance, puisqu'on a en même temps un changement des usages, enfin un changement du rapport à la propriété, un changement des usages, ce qui est assez évident, ça a été évoqué dans la première table, mais qui est quand même très profond, beaucoup plus que tout ce qui s'est passé depuis des décennies. Et puis, d'autre part, il n'y a pas de problème de capitaux, il y a un problème d'intermédiation et effectivement de savoir adapter. Je veux dire, quel est le rôle de la finance dans tout ça? Donc la finance, elle est là pour intermédier le temps et intermédier les agents économiques. Et effectivement, on avait jusqu'à présent des modèles assez simples, c'est-à-dire on avait des investisseurs qui venaient et qui mettaient sur du temps plus ou moins long la pleine propriété. Alors, on voit bien qu'aujourd'hui, et alors on peut faire évoluer les choses dans le logement social avec l'acquisition par le locataire, etc. Et c'est une très bonne chose. C'est un des modèles. Il n'y aura pas un modèle unique, ça je crois que tu l'as dit, Geoffroy également. Mais il me semble que notre rôle à nous, financiers, c'est effectivement d'intermédier les agents économiques. Donc, et dans le temps. Alors c'est vrai que le démembrement de propriété, il peut se pratiquer dans l'espace, c'est le foncier versus le bâti. Il peut se pratiquer dans le temps la nue propriété, l'usufruit. Nous, on le pratique effectivement par le biais de l'amphithéo, c'est-à-dire finalement de dire que toutes les générations, comment faire finalement, notre problématique c'était de dire comment faire pour baisser le prix de 30% l'acquisition. Et là, on peut le faire baisser de quelques pourcents par la digitalisation numérique. Oui. Si on veut le faire baisser de 30% et donc redonner un prix comparable à celui des années d'il y a très longtemps, il y a un moment, oui. Ça ne va pas être évident. Donc on est parti de la constatation que le logement avait trois fonctions. Une fonction d'usage, se loger, une fonction de préparer sa retraite, puisque généralement quand on part à la retraite, on a une baisse de ses revenus très significative, et une fonction de transmission de la propriété. Transmettre à ses enfants qui auront 60 ans lors de son décès, ça perd un peu de son intérêt. Transmettre à ses enfants alors qu'il y en a eu de 1, 2, 3 lits différents, c'est généralement, ça se traduit immédiatement par une vente. Donc finalement, les Français sont très attachés à la pierre. Si vous regardez le patrimoine des Français par rapport au patrimoine d'un Européen, les Français sont surexposés à la pierre dans leur propre logement. Si finalement leur appartement, c'est leur fonds de pension. C'est très particulier. Je veux dire, tous les autres pays, finalement, ils ont effectivement une partie généralement partiellement propriétaires de leur logement, aux côtés de leur banque ou de leur compagnie d'assurance. Et ils ont un fonds de pension. Les Français, ils mettent leur fonds de pension dans leur logement. Ils oublient qu'on vit dans leur logement, mais ils ne vivent pas de leur logement. Ça ne crée pas une rente. Ça crée au mieux un capital et un peu d'Airbnb. Donc c'est cette évolution des mentalités qui peut prendre du temps, mais qui est une... Et donc aujourd'hui, vous proposez des solutions extrêmement concrètes. Je crois que c'est déjà en œuvre. La solution très concrète, c'est de dire vous renoncez à la transmission, puisque de toute façon, transmettre à vos enfants une fois de plus qui auront 60 ans, ça n'a pas de sens. Et à partir du moment où vous renoncez à la transmission, ce n'est pas du viager, hein, je ne vais pas décrire en détail le système, non. Mais si vous renoncez à ça, le prix baisse de 30%. Donc vous pouvez l'acquérir sur 20 ans et en avoir la jouissance pendant des dizaines et des dizaines d'années, vous et vos enfants. Et à ce moment-là, vous créez un modèle vertueux, aussi bien pour des investisseurs de long terme, qui peuvent retrouver une plus-value même s'il n'y a pas de hausse de prix, et rendre abordable l'acquisition de logements. Alors c'est des opérations qui existent, qui sont en cours actuellement. Alors c'est des opérations qui sont en cours. On l'a testé très concrètement dans le nord de la France, notamment dans la région de Lille où il y a notre actionnaire. Et en fait, on a acheté concrètement des appartements en pleine propriété qu'on a revendus en propriété, je vais appeler ça temporaire ou flexible, puisque les gens ont la possibilité à tout moment de nous revendre sur la base d'un prix connu. On a tout vendu en 3 semaines.
À qui? À des familles qui se sont dit on va enfin pouvoir habiter là où on a envie d'habiter et mettre nos enfants dans l'école que l'on souhaite. Première catégorie. Deuxième catégorie, des jeunes couples qui mettent le pied à l'étrier du logement. Et troisièmement, des couples sans enfants. Pourquoi acquérir en pleine propriété pour transmettre à des enfants qu'on n'a pas? C'est certes très intéressant, mais voilà, donc ça crée 3 catégories de personnes assez différentes. Et ça crée une mixité sociale, ça crée une mixité... Et donc c'est un dispositif que vous allez étendre, que vous oui, bien sûr. Oui. C'est un dispositif qu'on va généraliser dans toute notre offre, dans une partie de notre offre, qui permet de faire des logements, d'ailleurs avec HABX, qui était présent à la table ronde précédente, donc de créer des logements à la demande, mais pas uniquement dans la forme du logement avec HABX, mais également dans la propriété de ce logement. Parce que vous avez en fait une indifférence, au sens mathématique du terme, totale de la cession. Les gens en fait cèdent leur logement absolument pas en fonction du prix. La réalité, c'est qu'ils cèdent leur logement parce qu'ils ont un enfant de plus, parce qu'ils divorcent, parce qu'ils ont les deux, parce qu'ils changent de boulot. Et le prix est d'ordre 2. En réalité, les gens achètent sur 20 ans ou 25 ans leur logement, mais en moyenne, il reste 8 ans. Pourquoi acquérir en pleine propriété? Surtout si ce n'est plus dans leurs moyens. Et donc aujourd'hui, on dispose des moyens juridiques qui sont l'amphithéose d'une manière... Oui, alors le moyen juridique, c'est très simple. On est parti du principe qu'il ne fallait rien demander à personne. C'est toujours bon, sinon, ça allait être compliqué. Ça, c'est ce que le député opine, j'ai remarqué qu'il était d'accord. Oui, donc ça, c'est des discussions avec quelques personnes que tu connais également, qui nous en a cette conclusion qu'il fallait s'inscrire dans des dispositifs juridiques existants. Donc ils existent, ils n'étaient pas utilisés pour ça, mais voilà. Un mot peut-être du promoteur sur des sujets comme ça. Est-ce que chez ICAT, par exemple, c'est des sujets qui vous intéressent? Ou auxquels vous réfléchissez C'est des sujets qu'on regarde, mais qui restent de notre point de vue assez marginal. Ouais. Comme l'a été par exemple le sujet du viager à une époque où on s'est dit finalement le viager était un bon moyen de financer la dépendance et la prise en charge des personnes âgées. Ce qu'on a pu constater, pas pour autant que ce soit une vérité pour les décennies à venir, mais que ça restait des sujets de niche. Fondamentalement, donc on regarde, il existe un peu, comme vous savez, c'est le démembrement existe déjà sur l'usufruit social, on en a vu que s'intéressait une certaine clientèle privée, mais c'était très fiscal comme motivation, besoin de faire du déficit foncier et la constitution de patrimoine à terme. Je ne sais pas si c'est la bonne... La transmission, moi je pense que le démembrement de la propriété du sol et du bâti, je pense que c'est un problème des acteurs publics. Je pense que notamment dans les grandes métropoles, le foncier il est limité. On peut se demander si la collectivité ne devrait pas de manière très responsable dire je garde mes fonciers de manière pérenne. Le système hollandais, le système allemand dans certaines mesures, c'est ça la motivation, c'est que quand vous prenez Paris, c'est limité. Si vous vendez tous vos fonciers, à un moment, il n'y en a tout simplement plus. Moi, je crois plus à cette entre guillemets, responsabilité de très très long terme des acteurs publics plutôt qu'à faciliter sur le plan financier du patrimoine, mais c'est une conviction personnelle. Donc on fait un peu de démembrement dans l'usufruit social. Mais ça reste quand même des quantités extrêmement limitées. Geoffroy Didier, peut-être d'abord une réaction justement au propos de sa défense sur la propriété à vie. Oui, je suis personnellement très séduit par l'inventivité de Xavier Lépine. Je ne découvre pas sa proposition aujourd'hui puisque nous en avons déjà discuté ensemble et elle a le mérite de bousculer les codes et de s'adapter aux évolutions sociétales. Et Xavier, tu l'as dit, en réalité, avec l'augmentation de l'espérance de vie, on a tendance aujourd'hui à hériter de ses parents lorsqu'on a soi-même 60 ans, lorsqu'on a construit sa vie, lorsqu'on a acquis son appartement. Et donc, il faut aussi s'adapter à ces évolutions heureuses. Et je trouve qu'il y a une autre idée qui n'est absolument pas incompatible avec celle de Xavier, qui pourrait faire son chemin, qui est celle qui consiste à, par exemple, défiscaliser, disons, on va dire, pendant 2 ans, parce qu'il faut que ce soit un temps court,
totalement les donations. Parce que si nous défiscalisions les donations durant 2 années, nous réinjecterions 15 milliards d'euros aujourd'hui dans l'économie française. Et vous imaginez bien que si les parents donnent à leurs enfants lorsqu'ils ont 25 ans ou 30 ans, c'est-à-dire lorsqu'ils construisent leur vie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont utiliser cet argent intelligemment et de manière structurante, soit pour créer une entreprise, soit pour acquérir un appartement. Alors que ça ne sert plus à rien de le faire au moment de la succession dans bien des cas. Donc je crois qu'il faut que nous ayons une imagination juridique, comme vient de le faire Xavier, et une imagination fiscale. Parce qu'il faut se poser toujours cette question, comment est-ce qu'on fluidifie, encore une fois, le marché et être un facilitateur. Et pour l'EPF Île-de-France, est-ce que c'est une question aussi, ça? Et bien sûr qu'on se pose cette question tous les jours. Mais il y a une autre question aussi que je me pose, qui est celle d'un véritable défi. Je me tourne là, cette fois-ci, vers Anne-Sophie, qui en est parfaitement consciente. C'est celui de la mobilité au sein du parc social. À stock constant, il n'y a pas suffisamment de mobilité au sein du parc social. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une famille qui a grandi dans un logement social et dont les enfants sont partis et qui se retrouvent dans un 4 ou 5 pièces et que le couple reste sans enfants, il faut évidemment qu'on fluidifie, encore une fois, toujours la même idée, qu'on fluidifie les opérations au sein d'un bailleur social ou entre différents bailleurs sociaux. Il y a des initiatives qui ont déjà été prises, mais qui ne sont pas suffisantes à mon avis, parce que, je prends l'exemple de l'Île-de-France, il y a 700 000 ménages aujourd'hui qui attendent un logement social dans notre région. 700 000, dont certains sont d'ailleurs déjà dans des logements sociaux et qui pourraient aller dans d'autres logements sociaux. Et puis, puisque on est sur le logement social, je crois d'ailleurs que pour accélérer la mobilité, il faut aussi arrêter de véhiculer cette idée que le logement social est une rente à vie. Le logement social, c'est à un moment dans la vie, une étape éventuelle, lorsqu'on a un accident dans la vie, lorsqu'on démarre, et où on a besoin d'une étape de solidarité. Mais il faut aussi avoir le projet, au moment où on entre dans le logement social, de le quitter pour que d'autres qui aspirent un jour puissent y avoir accès. Là, c'est Pardon de rappeler... Là, c'est ce qu'on appelle une révolution, mais oui, Geoffroy. Eh ben oui, parce que là, mais on n'est plus dans l'évolution. Ce qui est fou, Pascal, c'est que vous appeliez ça une révolution. Et ça appelle une révolution mentale. Moi, je ne suis pas bailleur social. Je vous assure que ce qui contribuerait aussi à réconcilier les Français avec l'action publique, c'est le fait que n'apparaisse pas comme une révolution pour les responsables publics, ce qui est une évidence pour beaucoup de nos concitoyens. Pour tous ceux qui attendent un logement social, je me suis beaucoup investi au sein de l'établissement public foncier. Peut-être un peu moins pour ceux qui en ont un, par définition. Bien sûr, mais qui doivent, encore une fois, avoir le projet d'en sortir pour que d'autres qui en ont plus besoin, ils puissent y avoir accès. C'est toute la question du surloyer, et moi je suis prêt à briser les tabous sur le surloyer, parce qu'il y a bien trop de surloyers qui sont payés, je trouve, dans notre pays. Bon, ça dérangera peut-être certains face à des situations locatives acquises, mais je crois aussi que nous avons le devoir de dire des choses qui fâchent pour améliorer le système dans son ensemble. Et puis surtout aussi, c'est qu'il y a aujourd'hui, ceux qui sont dans les logements sociaux ne sont pas forcément les plus mal lotis, parce qu'il y a aussi ceux qui galèrent le plus, qui sont dans le parc privé. Nous nous sommes beaucoup investis en faveur de la lutte contre les marchands de sommeil. Évidemment, l'actualité malheureuse de Marseille en est une démonstration éclatante. Et donc, nous devons aussi, et c'est ce que nous faisons, exemple, pour être rapide, dans les zones pavillonnaires qui sont aujourd'hui grignotées par les marchands de sommeil, avec l'établissement public foncier d'Île-de-France, en partenariat avec Action Logement, nous achetons des pavillons susceptibles d'être acquis par des marchands de sommeil dans des périmètres à risque qui ont été identifiés par les maires en amont et qui nous permettent de concurrencer le marchand de sommeil sur son terrain. On ne pourra pas le faire évidemment dans toute la région, mais c'est un signal de défiance que nous envoyons aux marchands de sommeil. Et j'ai rencontré beaucoup de victimes de marchands de sommeil qui nous disent « mais moi ça fait des années que j'attends un logement social ». Et évidemment, si les logements sociaux ne créent pas, ne suscitent pas plus de mobilité au sein du parc social, eh bien les premières victimes seront celles qui aujourd'hui résident dans le parc privé, mais un parc privé parfaitement insalubre et indigne. Alors peut-être avant André Hichet, Michael Nogal, peut-être on a un parlementaire avec nous, on a un parlementaire européen, mais un parlementaire national.
sur ce que vient de dire Geoffroy Didier? Oui, sur ce qu'il vient de dire, et puis globalement sur les différentes interventions. Moi, ce qui me tient à cœur, et je pense que c'est notre rôle aussi d'élus et de responsables politiques, et Geoffroy Didier l'a dit, en tant que responsable politique, on mène des politiques publiques qui doivent avoir du sens. On a parlé de rentabilité, on a parlé de lisibilité, on a parlé d'investissement, mais nous, notre rôle aussi, et c'est le mandat qu'on nous donne, c'est de mettre du sens dans la politique. Et je rejoins Xavier qui parlait tout à l'heure de nouveaux outils juridiques, justement, qui correspondent à de nouveaux usages et de nouveaux besoins. Et je pense que pour avoir une politique du logement efficace, qu'il s'agisse du traitement de l'habitat indigne, qu'il s'agisse du logement social, qu'il s'agisse du parc locatif privé, il faut coller au plus près des besoins. ICAD est présent par exemple à Toulouse où je suis élu. Toulouse est une ville Belle ville. 450 000 habitants, 12 000 nouveaux habitants chaque année. La métropole toulousaine est en zone B1, mais vous avez dans cette métropole toulousaine, avec 37 communes différentes, des problématiques justement qui sont bien diverses. Donc je pense que la territorialisation aussi des politiques du logement, la confiance aussi envers les acteurs du territoire, les élus locaux, les bailleurs, encore une fois je l'ai dit tout à l'heure, mais cette loi est lente et Monsieur Didier, j'ai l'impression qu'il va bientôt rejoindre En Marche parce qu'il a dit beaucoup de bien en réalité. C'est peut-être pas tout à fait au programme, mais ce serait évidemment, ça serait le miracle de la journée. Sans la mentionner, il a évoqué plusieurs points de la loi Elan. Donc, mais tant mieux, ça veut dire qu'il y a consensus sur cette loi qui a été unanimement votée, votée dans les mêmes termes par les sénateurs et les députés. Mais voilà, moi ce que je veux, c'est vraiment donner du sens et tous les dispositifs qu'on crée et ce qu'on fait sur le monde HLM pour réagir sur le débat qu'il y a eu tout à l'heure, c'est justement coller au plus près des territoires. Évidemment, vous n'allez pas procéder de la même façon entre les OPH de Haute-Garonne, 1 300 000 habitants, et l'Aveyron, où j'ai entamé un tour de France du logement, je parcours tous les territoires, et vous avez des problématiques évidemment bien différentes. On aime aussi beaucoup l'Aveyron. On a parlé de la loi Elan, mais il y a le PLF 2018 et le PLF la loi de finances 2018 et le PLF 2019 qui ont amputé quand même un certain nombre de soutiens au logement. Est-ce que ça n'arrive pas à un moment où déjà les chiffres sont en baisse et ça ne va pas accentuer cette chute? Je pense au PTZ, je pense à l'APL accession, à l'APL l'allocation logement travaux, oui. Ce genre de choses. Alors, là aussi, les lois de finances sont un outil au service d'une politique du logement. Sur l'appel accession, on avait reconduit l'an dernier l'appel accession sur les zones 3. Là, cette année, on crée 2 dispositifs fiscaux différents. D'abord pour les Outre-mer avec des problématiques très particulières et ensuite sur la réhabilitation. Et c'était aussi mon propos tout à l'heure de dire que fait-on avec le parc existant, que fait-on avec l'habitat indigne, que fait-on avec les centres-villes à rénover. Tout ça, c'est des sujets sur lesquels notre politique fiscale en fait répond aux besoins, au service justement de cette politique que l'on veut mener. Donc on doit avoir le débat sur le PTZ en zone B2 et C. C'est un sujet qui va être évoqué la semaine prochaine à l'Assemblée en séance. Donc je suis pas, il doit y avoir des débats, mais pour moi, c'est pas parce que vous mettez fin à un dispositif, surtout quand vous imaginez autre chose derrière, que vous fragilisez et le secteur et les ménages. Certains ménages quand même, l'APL accession a fragilisé l'accès au logement. Vous priorisez. 40 000 logements. Vous priorisez, comme je disais tout à l'heure, le Pinel sur 4 ans, 4 ans supplémentaires à partir depuis l'année dernière, l'APL accession avec de nouveaux dispositifs qui sont créés, les 3 milliards qui sont mis sur les copropriétés dégradées et l'initiative copropriété, avec les 128 copropriétés qui vont faire l'objet d'un traitement prioritaire, les 5 milliards d'euros qui sont mobilisés avec Action Logement, avec l'ANA, avec la Caisse des dépôts pour redynamiser les centres-villes. On pense aussi au CITE avec la rénovation, mais là aussi ciblé sur les travaux qui permettent le plus d'économie d'énergie. Voilà, tout ça, c'est une politique qui est cohérente. La fiscalité est un des leviers, mais pas uniquement. Voilà. On ne va pas rentrer dans le débat total politique, mais on pourrait donner la parole à André Hichet sur les questions antérieures au PLF, à moins qu'il veuille nous parler du PLF 2019. Oh non, le PLF je ne pense 2019, il sort largement de ma compétence. Non, en revanche, oui. Ce qui a été dit est à la fois extrêmement important et il faut aller un peu au-delà. Et je retiens 2 idées. La première, Olivier qui disait les réponses en termes d'usufruit social, etc., de démembrement, elles sont marginales. Tout le problème, c'est de faire en sorte qu'elles cessent d'être marginales. Et pourquoi
Pourquoi elles sont marginales? Elles sont marginales, je le dis très clairement, parce qu'elles ont été créées pour de mauvaises raisons. Elles ont été créées dans un objectif de défiscalisation, c'est ce que tu as dit d'ailleurs, pour des investisseurs en nue propriété. Et je pense qu'en réalité, le sujet, c'est de faire en sorte qu'on ait un outil, une démarche, un cadre dans lequel on puisse demander à des investisseurs institutionnels socialement responsables, mais recherchant une rentabilité raisonnable, de rentrer justement dans l'acquisition d'une propriété. Au passage, la Caisse a quand même lancé un outil dont on espère qu'il fonctionnera et qui vise précisément à ouvrir un peu la voie dans ce sens-là. Deuxièmement, Geoffroy Didier disait davantage de mobilité dans le parc. Bon, c'est là qu'on se retrouve finalement sur un terrain qui consiste à dire bonnes idées, bonnes orientations, obstacles pratiques, comment on gère ça? Eh bien, en réalité, je vous donne ma conviction. Ma conviction, c'est qu'il ne faut pas chercher à tout prix à faire bouger les gens. Ce qu'il faut faire évoluer, c'est le statut du logement qui est occupé. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut partir du principe qu'on peut produire un logement qui aura un statut social pendant 15 ans et qui ensuite, ou bien conservera ce statut parce que la puissance publique interviendra à nouveau pour renouveler ce statut financièrement, ou bien ne le conservera pas parce qu'il n'y aura plus de raison qui justifierait qu'il en soit ainsi. Voilà. Et donc, si vous voulez, la mobilité, à mon sens, il faut cesser de la concevoir uniquement comme de la mobilité géographique. Georges Pompidou aurait dit « arrêtez d'emmerder les Français ». Bon. En revanche, si on travaille sur la classification, l'évolution du statut, et quand je dis pour les locataires qui ne sont pas des allocataires, posons-nous la question de l'évolution des loyers en matière d'auto d'effort, on retombe exactement sur cette problématique-là. Autrement dit, il faut ouvrir un peu les horizons, vous voyez, et aller dans une approche de la mobilité, de la fluidité, qui ne soit pas uniquement la fluidité géographique, je déménage, etc., qui soit quelque chose de beaucoup plus fondamental, de beaucoup plus profond, sur cette question fondamentale qui consiste à dire désanctuarisons à la marge, progressivement, avec beaucoup de précautions, les stocks d'existants, et en même temps optimisons la production future. C'est ça le véritable sujet. Alors, nous arrivons au terme de cette table ronde, mais un dernier mot, Anne-Sophie Grave, sur cette question de la mobilité. Oui, c'était juste un petit témoignage sur la mobilité, puisque la mobilité dans le parc, et André Hichet tout à l'heure évoquait les outils numériques et ce que ça nous permet de faire aujourd'hui. Donc c'est vrai que nous, par exemple, on a mis en place une plateforme numérique pour nos locataires qui peuvent échanger entre leurs logements. Donc voilà, une famille qui s'agrandit et au contraire un ménage qui passe à la retraite et qui veut un plus petit logement, aujourd'hui c'est complètement possible et ça a rencontré un succès mais totalement immédiat, ce qu'on n'aurait pas su faire, je dirais, uniquement avec nos simples ressources humaines. Voilà, donc ça démultiplie quand même les possibilités de mobilité et ça répond à un vrai besoin, je dirais, de nos locataires. Merci, merci madame, messieurs, pour vos interventions. Grand merci à vous. Grand merci.